puisque on retourne sur le terrain du narcotrafic. Pas exactement, évidemment, c'est en cause le trafic de drogue, mais notamment avec une arrestation spectaculaire à Lyon d'un commando, a priori, de Colombiens lourdement armés qui s'apprêtaient à mener une opération de règlement de compte ou de représailles. Est-ce que, en plus de la drogue, les méthodes des cartels colombiens de la drogue s'importent en France? Eh bien, c'est la question qu'on va poser à nos deux invités. Bonsoir Jean-Marie Godard. Vous êtes journaliste spécialiste des questions de sécurité. Votre nouveau livre, Sécurité, notre bien commun, aux éditions de l'Aube et coécrit avec Reda Didi, paraîtra le 6 février prochain. Et puis Christophe Miette, on vous retrouve secrétaire national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Vous êtes évidemment également commandant de police. Alors juste, on va aller voir sur le terrain ce qui s'est joué à Lyon hier et ces 48 dernières heures avec cette arrestation de ce commando. Et puis, on en parle juste derrière. Un règlement de compte sanglant sur fond de narcotrafic a été déjoué de peu à Lyon. Hier matin, une voiture volée se gare sur ce parking. À son bord, 4 Colombiens inconnus de la justice, arrivés en France quelques jours auparavant, avec l'objectif de s'en prendre à des trafiquants de la ville. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont sous surveillance. Des policiers de l'anti-gang les observent depuis une voiture banalisée. Ils sont surveillés, il y a des filatures, et donc il y a un moment où il y a un top qui doit être donné parce qu'on sent que ça va partir. Ils sont venus faire le ménage. Donc on a affaire à des tueurs à gages, disons-le clairement. Les policiers donnent l'assaut et arrêtent le commando sans faire de blessés. Ces 4 suspects colombiens ainsi qu'un 5e interpellé peu après dans un appartement voisin auraient été missionnés pour assassiner des trafiquants de drogue implantés dans le quartier de la Duchère. Le commanditaire présumé, Karim B, un trentenaire originaire de Lyon, détenu en Colombie et mis en cause pour des affaires de stupéfiants. C'est depuis sa cellule de Bogota où il attend son extradition vers la France qu'il aurait commandité l'opération. Des tueurs à gages venus d'Amérique latine pour régler des comptes en France, cela n'a plus rien d'exceptionnel. C'est le signe de l'internationalisation du crime, c'est-à-dire que la marchandise cocaïne est internationale, mais on a aussi des organisations criminelles qui ont intérêt à être présentes sur plusieurs territoires, avec l'idée que ça va être plus dur pour les enquêtes judiciaires de remonter la piste. En juin dernier déjà, 3 ex-militaires recrutés en Colombie s'étaient rendus à Lyon pour un projet d'assassinat d'un trafiquant local. Ils avaient là encore été interpellés juste avant leur passage à l'acte. Jean-Marie Godard, on vient de voir dans le reportage que c'est pas tout à fait nouveau, mais je vous avoue qu'en voyant cette information, j'ai été surpris. On était, nos téléspectateurs aussi, peut-être plus habitués à justement à ces règlements de compte dans les quartiers, à Marseille notamment, avec toute l'actualité qu'on a vue. Là, c'est vraiment des tueurs à gages venus de l'étranger, parce qu'ils sont formés différemment. Est-ce que c'est un signe quand même d'une gradation supplémentaire? Alors, non seulement ils sont formés différemment, mais en plus ils ont encore moins peur que les autres, que les narcotrafiquants qui font des règlements de compte en France. Après, effectivement, c'est rare. Heureusement, c'est pas nouveau et c'est un phénomène assez récent. Mais il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que le commanditaire présumé est lui-même français. C'est-à-dire que c'est un des gros narcotrafiquants de la cité de la Duchère, près dans la banlieue de Lyon. Et que en fait il a été arrêté en Colombie alors qu'il était en fuite et déjà recherché en France et en Colombie en attente de son extradition. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait exactement la même chose que ce que un certain nombre de narcotrafiquants font en France depuis leurs cellules, à distance, de commanditer des assassinats ciblés comme ça, des règlements de compte. Sauf que là, il l'a fait depuis la Colombie et il a engagé des gens, sans doute, qui faisaient partie du réseau avec lequel lui-même travaillait. Christophe Miette, est-ce que, donc on l'a compris, ça reste rare, c'est pas tout à fait nouveau, mais il y a quand même, c'est un phénomène récent. Est-ce que ça vous inquiète en tant que policier, en tant que représentant d'un syndicat, mais en tant que policier, est-ce que vous vous dites, ça a été le cas aujourd'hui, heureusement ça s'est bien passé, mais est-ce que des policiers, quand ils vont être confrontés, par exemple, un commando de Colombiens, c'est encore une autre approche qu'être confronté à des tueurs à gages de la DZ Mafia qui vont exécuter un contrat?
Alors depuis quelques années, nous avons tout ce qui est le marché de la cocaïne qui a envahi l'Europe, donc avec des méthodes des cartels sud-américains. Et c'est vrai qu'il y a des alliances avec les trafiquants européens et là notamment français. Il y a des aides. Nous avons les cartels mexicains, notamment colombiens ou autres, qui sont des fournisseurs de produits, des coordinateurs. Et pour tout ce qui est réseau, pour gérer localement, vous avez des Français ou des Européens qui gèrent. Maintenant, il n'est pas rare qu'ils s'aident mutuellement pour faire fonctionner ce commerce de la mort. Mais dans les deux cas qui ont été cités, on s'aperçoit très bien la puissance de la police française et européenne sur ces différents dossiers où ça s'est soldé par l'échec des mafias. Juste, on a beaucoup parlé avec vous deux, y compris sur ce plateau, de tous ces quartiers, toutes ces villes, y compris parfois des petites villes en province, ça c'est la nouveauté, qui sont contrôlées par des cartels, des narcotrafiquants français très bien implantés. Est-ce que là, ça veut dire que des cartels colombiens directement gèrent parfois certains quartiers en France ou des points de deal, ou c'est toujours plutôt des intermédiaires ou des hommes de main? Alors c'est plutôt des intermédiaires en France dans les quartiers. En revanche, il est déjà arrivé qu'il y ait des émissaires envoyés par les cartels qui viennent pour négocier un marché ou discuter directement en France. Je me rappelle d'une opération de police qui avait eu lieu dans les années 90 où en banlieue parisienne, ils avaient interpellé un chimiste du cartel de Cali qui venait en France. Ils avaient récupéré 800 kilos de drogue à l'époque, à ce moment-là, et qui venait lui-même en personne négocier avec quelqu'un d'important sur le territoire français. Mais après, faut pas oublier que la France n'est pas un pays producteur. C'est-à-dire que tout ce qui rentre vient de pays étrangers. Et notamment la cocaïne, parce que en Colombie c'est souvent ça. Faut pas oublier que la Colombie c'est la production de cocaïne en Colombie, c'est 60 à 70% de la consommation mondiale de cocaïne qui vient de ce pays-là. Juste, vous le mentionniez, Christophe, donc on peut évidemment louer le travail de la police là qui les a interceptés aujourd'hui, mais quand on intercepte, quand la police désormais, si elle doit intercepter des commandos de Colombiens, est-ce qu'ils ont des méthodes différentes des Français ou des trafiquants français que la police intercepte évidemment aussi? Est-ce que c'est plus dangereux? Est-ce qu'ils ont encore moins à perdre que des dealers français? Est-ce que c'est un danger supplémentaire? Alors, comme il a été rappelé tout à l'heure, ils n'ont pas les mêmes formations. Je pense qu'ils sont encore plus aguerris aux armes. Ouais. Donc oui, il y a un danger qui est réel. Les pays d'Amérique du Nord ou du Sud baignent dans les armes aussi. Donc c'est des individus beaucoup plus dangereux, avec moins d'appréhension à utiliser les armes, bien que ces dernières années, avec la DZ Mafia ou autre, on voit que l'utilisation d'armes explose aussi au niveau de notre territoire. Maintenant, c'est des méthodes à prendre en compte et il y a des formations spécialisées, de services spécialisés pour gérer ce type d'événements. Il a été rappelé aussi au niveau que les cartels mexicains, colombiens ou autres, on n'est pas comme dans les années à gérer au niveau de Cali ou Medellín, nous avons plus des accords entre des cartels d'Amérique du Sud et des mafias européennes, je dirais, qui mettent à disposition les transits de ports ou autres avec les contrôles pour gérer un commerce international. Eh ben, justement, vous voulez réagir, Jean-Marie? Oui, justement, c'est bien, c'est pas par hasard que l'opération, que ce soit l'enquête, l'opération de surveillance sur plusieurs jours, et ensuite la décision d'interpeller a été confiée à la BRI, qui est effectivement l'anti-gang, qui est un service spécialisé, notamment dans les enquêtes narcotrafic de haut niveau. Donc voilà, c'est des gens qui sont aguerris. C'est un département de la police judiciaire et c'est pas une police de sécurité publique. Enfin. L'interpellation aurait pas pu être une interpellation de cette envergure aurait pas pu être faite sans danger par une BAC, par la police de sécurité publique classique. On voit bien le niveau et l'expertise de ces hommes et de ces policiers d'élite. Vous parliez à l'instant, Christophe, des ports. Justement, je voulais vous montrer à nos téléspectateurs un extrait d'un reportage qui était sidérant de notre confrère Romain Boutilly, qui, pour Envoyé spécial, notre magazine d'information du jeudi soir, avait été enquêté justement sur les ports en France, notamment au Havre. Son documentaire s'appelle Coq en doc.
Et vous allez voir justement que déjà, a priori, notamment les Colombiens étaient évidemment dans ces réseaux-là, et on sait que dans les ports, notamment dans les ports français, eh bien, on approche des dockers, on les fait chanter, on les piste, et il y a tout un réseau extrêmement structuré. Vous allez le voir entre vraiment les décideurs qui peuvent être à l'étranger, j'allais dire les généraux de cette armée, et puis en dessous, voilà, les officiers supérieurs, les hommes de troupes. On regarde et vous me donnez votre avis juste derrière. Au Havre, plusieurs équipes concurrentes de narcotrafiquants issus des cités apparaissent au fil des enquêtes judiciaires récentes. Des organisations structurées avec au sommet les commanditaires. Réfugiés à l'étranger, ils importent la cocaïne grâce à leurs liens avec les cartels sud-américains. Sur le terrain, leurs lieutenants coordonnent les sorties de cocaïne sur le port. En s'appuyant sur des récupérateurs, des petits voyous chargés notamment de recruter les logisticiens, des complices, souvent chauffeurs routiers ou dockers. D'après ce que vous observez dans les procédures, comment ces personnels portuaires sont approchés? Comment on est compromis quand on est docker par les narcotrafiquants? Inévitablement, je pense que certains agents portuaires peuvent être suivis, ils peuvent être observés, peuvent être surveillés. C'est un travail, je pense, de longue haleine qu'ils mènent, mais ces réseaux criminels ont des ramifications très différentes, des prestataires ad hoc et sur le terrain, et peuvent agir en fonction de données personnelles qu'ils arrivent à récupérer concernant ces personnes. En général, pour recruter leurs complices, les trafiquants les repèrent dans le port. Les dockers, identifiables à leur veste jaune fluo, peuvent être pris en filature après leur travail, pour connaître leurs adresses ou leurs habitudes. Christophe Miette et puis Jean-Marie, évidemment, ce qu'on voit là dans ce documentaire, on le découvre pas, mais est-ce que on a vraiment réellement conscience? Est-ce que les Français ont vraiment réellement conscience du pouvoir de ces cartels téléguidés depuis l'étranger? Encore une fois, c'est une véritable armée avec des chefs, des généraux à l'étranger, parfois là donc en Colombie, incarcérés ou pas, et puis derrière toute une chaîne de commandement, et j'allais presque dire des services de renseignement qui pistent, qui font des filatures. On n'imagine pas à quel point c'est tentaculaire et c'est une hydre, mais qui ressemble à une vraie armée. Le mot a été posé, c'est tentaculaire, ça s'étend, c'est un commerce mondial, un fléau de la mort tentaculaire qui s'appuie sur des producteurs qui sont basés essentiellement pour la cocaïne au niveau de l'Amérique du Sud et cherchent des points d'entrée au niveau de l'Europe puisque l'Amérique du Nord est saturée, ce qu'ils font depuis des décennies avec des vagues, et ils s'appuient sur des réseaux et des mafias locales pour pouvoir prospérer, et chacun trouve son compte avec un partage du butin. Oui, c'est une multinationale. C'est une multinationale complètement illégale. C'est du capitalisme sauvage. Faut voir que un port comme le Havre, c'est 3 millions de containers par an. C'est un tonnage de 80 millions de marchandises par année. Les autorités ont évidemment pas les moyens de tout contrôler. Donc, vous savez, dans la grande distribution, il y a une ligne budgétaire qui est consacrée à la casse ou au vol, et on va savoir qu'on va avoir tant de pertes par an. Les réseaux de narcotrafiquants fonctionnent exactement de la même manière. C'est-à-dire que quand vous avez des grosses saisies, je crois qu'en 2024, il y avait eu une saisie de 11 tonnes de cocaïne au port du Havre, justement, mais ça veut dire avant, il y a eu des mois d'enquête, de filature, de repérage. Ça veut dire que vous en avez 3 fois plus qui passent. Et ça veut dire que pour les cartels, 11 tonnes saisies, c'est un taux de perte acceptable qui est budgété quasiment. Ils ont même des mécanismes de doublonnage de containers. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez un container qui a été repéré, qui correspond à un numéro, on va faire 2 containers avec un container leurre qui va être vide ou avec d'autres marchandises, et un autre container qui va avoir la drogue. Je crois qu'on a dit sur ce plateau que seuls 5% des containers sont contrôlés, et peuvent être contrôlés tellement il y en a. Tout à fait, et avec l'achat des menaces également sur des dockers, pareil, de la corruption à tout niveau également, ce qui existe, et c'est-à-dire c'est les points faibles que l'Europe et la France doivent travailler pour pouvoir limiter ces entrées, mais on peut le voir. Vous attelez à vous attaquer sur du trafic sur un port, il y a bien d'autres moyens pour faire rentrer illégalement cette substance, ces drogues. Notamment, dernièrement, vous avez eu des sous-marins, des narcotrafics, des hélicoptères, des drones, et j'en passe d'autres.
Juste pour revenir sur cette question des Colombiens, puisqu'on parle de cela aujourd'hui, puisque donc ces 5 Colombiens ont été arrêtés à Lyon. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, tous les réseaux de narcotrafiquants en France et en Europe, j'allais dire, remontent à la source en Colombie ou dans les cartels sud-américains? Ma question, c'est est-ce que les grands boss in fine sont les Sud-Américains, ou est-ce que non, tout cela peut fonctionner en étant complètement séparé? Quand on entend, parce qu'il y a eu plusieurs affaires de narcotrafiquants français qui sont réfugiés à l'étranger, pareil, arrêtés ou pas, en extradition ou pas, qui sont à Dubaï, il y a beaucoup de cas comme ça. Est-ce que finalement, ils ont toujours eu des liens à un moment ou à un autre avec les cartels colombiens notamment, ou pas forcément? Alors, les têtes de réseau, oui. Vraiment le haut du panier. Et puis, il n'y a pas que l'Amérique latine. Il y a aussi le Maroc. Et du Maghreb, pour tout ce qui est cannabis Europe, ils vont se fournir auprès des producteurs ou les fabricants de drogue. Les drogues de synthèse, peut-être, ils ont d'autres fournisseurs aussi. Et avec tout ça, ils essaient de regrouper pour vendre et faire du business. On en revient à la question éternelle. Là, encore une fois, la police française, la BRI a très bien fait son travail, a arrêté ces 5 Colombiens. Mais est-ce que c'est pas une bataille, d'une manière générale, toujours un petit peu perdue d'avance? En tout cas, on a toujours l'impression qu'on court derrière ces cartels qui sont toujours en avance. Les containers, on peut en contrôler que 5%. On essaye de renforcer les ports, ils passent par des sous-marins. On lutte contre les sous-marins, ils téléquident de l'étranger, même si on fait des extraditions. Enfin, c'est... Alors, j'allais dire, c'est vrai, c'est faux à la fois. C'est-à-dire que c'est vrai, ils ont des moyens illimités. C'est vrai qu'on a eu du retard. Il faut qu'on s'adapte. On réussira, pas à gagner cette guerre, mais à limiter ses effets uniquement avec de la coopération internationale, avec une vraie force européenne. Il y avait des moyens à adapter. La France commence à s'adapter avec de nouvelles lois qui ont été adoptées contre le narcotrafic depuis juin de l'année dernière. Maintenant, il faut voir les effets et aller beaucoup plus loin, s'inspirer de ce qui se fait avec les mafias italiennes aussi. En termes de saisie de biens, il faut taper où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille, l'argent de ces narcotrafics avec des saisies obligatoires et de la coopération internationale. Le mot de la fin, Jean-Marie. Alors, effectivement, il faut taper à la source, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le terrain, en France, le terrain de la consommation, où il faut que l'État reprenne la main sur un certain nombre de quartiers où il y a des narcotrafiquants qui se sont installés, qui ont installé une économie parallèle. Et ça veut dire aussi mobiliser une présence policière, une présence adulte en termes d'éducation, de prévention sur le terrain dans un certain nombre de quartiers qui ont été délaissés. Eh bien, on en reparlera en plus demain avec un extrait d'un documentaire passionnant d'avant-première de nos confrères, là encore d'Envoyé spécial. Rendez-vous demain sur ce thème. Merci de nous avoir suivis, mais l'info continue sur France Info. Dans un instant, le journal Météo Climat et à 23h tout de suite, vous retrouvez Julien Benedetto. Pour nous,